Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Vincent Piche. Bonjour Vincent et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Vincent, bonjour Romain. Bonjour. Vincent, je suis navré mais tu as été victime de délation. Mais d'une délation positive bien sûr. Au mois d'octobre avec Lucie, on a fait un petit post sur LinkedIn visant à faire briller les leaders inspirants et engagés qui œuvrent pour la construction d'un monde meilleur avec le hashtag Name and Shine. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de faire aussi de la délation positive, balancer du Name and Shine. Et c'est Stéphanie Florentin qui est passée sur l'épisode 9 qui t'a nommé. J'en profite pour remercier Stéphanie et aussi vous inviter à suivre notre page LinkedIn et Instagram si c'est pas déjà fait. Vincent, on a pris contact ensemble, on a organisé une petite visio il y a une quinzaine de jours pour se présenter mutuellement. Alors pourquoi en visio ? C'est parce que tu vis au nord de Madrid et tu nous expliqueras comment tu as atterri en Espagne. Et quand on s'est rencontrés, le match pour nous a été évident. Intrapreneur, entrepreneur, papa, mari, trailer, tout ça, ça nous fait déjà beaucoup de points communs. Aujourd'hui, Vincent, tu es un acteur de la finance à impact avec un family office que tu as co-créé qui s'appelle Kimpa. Alors, on aimerait revenir sur ton parcours, tes tipping points, tes succès, tes galères, tout ce qui t'a amené à travailler dans l'impact investing. Et peut-être on parlera aussi un peu de trail, de nature, d'éducation, parce que je sais que ce sont des sujets qui te touchent. J'arrête là. Vincent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, déjà, merci infiniment, Lucie et Romain, pour cette invitation. Et puis, je prendrai le temps de remercier Steph pour la délation positive. C'est en fait une personne qui compte beaucoup pour moi, qui a beaucoup marqué le début de ma vie professionnelle et d'une certaine manière personnelle aussi. Donc, je vous raconter tout ça. Mais c'est vrai, juste un mot. Donc, je m'appelle Vincent, j'ai 41 ans depuis quelques jours, basé à Madrid, mari d'une personne incroyable qui s'appelle Estelle et 3 petits enfants. Je vais peut-être démarrer par la fin. En effet, tu me présentais Romain comme cofondateur de Kimpa, qui est en fait un des premiers family office à impact, où on accompagne des entrepreneurs, des familles, des particuliers qui souhaitent s'engager finalement pour contribuer aux grands enjeux de la planète via leurs investissements. Et donc, on les aide vers tout ce chemin vers l'impact, de la définition de leurs enjeux, de leurs objectifs, jusqu'à la réalisation d'investissements et de suivi pour eux. Et donc, on reviendra sur ce qu'est l'impact investing, j'imagine, mais c'est vrai qu'on est bien loin de tous les débats qui peuvent animer la notion de finance durable, finance verte, finance responsable. On va vraiment au-delà, en partant non pas du filtrage négatif des investissements, mais beaucoup plus de la contribution positive qu'ils peuvent avoir. Et en effet, avant ça, donc juste dans la présentation, donc je suis originaire du sud de la France. J'ai grandi quasiment dans les vignes, proche de Cassis. En fait, je raconte ça parce que c'est un lien, je pense, quand on regarde à posteriori le chemin, le parcours, de revenir à ses origines, revenir à finalement ce qui nous a bercé en étant très jeune. J'ai grandi à Cassis, j'ai fait des études d'abord d'ingénieur en région parisienne. Je suis fait un peu par hasard passer par une école de commerce. Et encore une fois, par hasard, et là littéralement par hasard, par tirage au sort, je me suis retrouvé jeune chef de produit dans une maison de luxe, horlogerie de joaillerie qui s'appelle Cartier. C'est là où j'ai rencontré Estelle. Et c'est là où on a fait pas mal de bout de chemin ensemble, qui nous a conduit à New York quelques années, qui nous a fait revenir à Paris et ensuite nous a amené à Madrid il y a 6 ans. Où c'était finalement dans cette carrière chez Cartier mon dernier job comme directeur général de la filiale Espagne et Portugal. Et
au cours de ce job, au cours de finalement toute la curiosité qu'on peut avoir en marge de son activité professionnelle, c'est là où j'ai rencontré, je pense un des gros tipping points qui m'a amené aujourd'hui à cofonder Kympa, c'est là où j'ai rencontré Olivier, qui est Olivier Rieux, qui est donc cofondateur avec moi de Kympa et qui a présenté avec Julien Lesque, qui est le troisième larron de la bande. Et ensemble, on s'est retrouvés un peu dans ce milieu de carrière, jeune quadragénaire, à dire ok, on a fait des carrières corporate extrêmement intéressantes, qui nous ont amenés aux quatre coins du monde, qui nous ont fait rencontrer des gens incroyables. Et à la fin, finalement, quelle est l'empreinte qu'on va laisser? Quel est notre rôle en tant que finalement leader, corporate leader, en tant que citoyen également? Quel rôle on a vis-à-vis de nos enfants aussi en termes d'héritage, et évidemment on parle pas d'héritage financier, on parle encore une fois de valeurs, d'exemples, etc. Et on s'est retrouvés tous les trois à dire on souhaite tous avoir un impact positif. Encore une fois, je pense qu'on va redéfinir ce que ça veut dire. On souhaite l'avoir à grande échelle, et donc on s'est rendu compte que un des leviers était le levier de la finance, le levier du capital. Pas le nôtre parce qu'on n'avait pas d'argent, mais plutôt celui de tous ces entrepreneurs, ces familles qui ont un peu de liquidité, de disponibilité, et qui souhaitent elles aussi les mettre à profit d'un monde meilleur. Voilà, ça peut paraître très philosophique, mais un peu perché comme discours, mais en fait, on se rend compte que de plus en plus de gens se retrouvent avec cette volonté-là, et qu'il y a des moyens très concrets de mettre ça en œuvre. Et donc, je termine sur la présentation. Donc, Kympa, on a lancé l'entreprise il y a un peu moins de 2 ans, entre Paris et l'Espagne. Aujourd'hui, on est une douzaine, avec plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. C'est suffisamment rare pour être signalé dans cette industrie. Voilà, et puis il y a plein de choses sympas à vous raconter, mais je vais essayer de faire des réponses courtes. Manifestement, je suis en échec pour l'instant. N'hésite pas. Moi, j'en ai déjà une parce que tu viens de nous parler d'Olivier et Julien qui sont tes deux associés. J'entends des valeurs communes très fortes, une vision du monde et de ce qu'on a envie de laisser aussi derrière nous très alignée. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles toi particulièrement tu as fait attention, ou tous les trois vous avez fait attention pour vous associer et fonder Kympa? Je te pose la question parce que on a beaucoup discuté dans certains précédents épisodes d'association, et on sait à quel point c'est un nœud ou un point d'ancrage extrêmement important pour la réussite d'un projet. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire, tu vois, qu'est-ce qui a été important et qu'est-ce qui est encore important pour toi dans ce lien d'homme, humain, tu vois, qui soutient Kympa? Ouais. Alors, ce que répondent, je pense, toutes les personnes qui se sont associées, et je souscris à ça aussi, c'est la notion de complémentarité sur les compétences et unité sur les valeurs. Donc ça, je pense que tout le monde le dit, c'est quasiment, c'est devenu une platitude, mais en fait, c'est extrêmement important dans un business où, notamment sur la complémentarité des compétences, pour démarrer par là. Un business de family office, on fait du conseil. En fait, on accompagne des personnes dans leurs investissements. C'est une profession qui est réglementée. C'est une profession qui est assez technique. Olivier, c'était son métier avant de monter Kympa, de conseil en investissement. Julien et moi, pas du tout. On apportait vraiment autre chose, mais en fait, cette partie-là, conseil en investissement, c'était pas du tout notre métier. Et donc, le fait qu'il y en ait quand même un des trois qui sache de quoi on parle, c'est plutôt positif. Alors après, on a pu démontrer que on vit une époque qui est juste absolument dingue dans la capacité à monter en compétences, à apprendre des choses et à pivoter finalement au milieu de carrière. Et je pense qu'on pourra en revenir parce que s'il y a peut-être une chose intéressante de Kympa, c'est en tout cas de l'acte fondateur, c'est bien ça. Par contre, l'unicité sur les valeurs, ça c'est la partie probablement la plus difficile à tester lorsqu'on contemple l'idée de s'associer. Et donc là, avec Olivier, on se connaissait depuis quelques années déjà, et en fait, c'est probablement sur la partie personnelle, on arrive le mieux à tester ça. Tu me disais dans ton intro, Romain, trail, nature. En effet, je pense que c'est Olivier qui m'a initié au trail. On a fait passer beaucoup de temps à courir dans la montagne, donc d'une certaine manière,
c'est les moments où très vite on se met à discuter assez profondément des choses qui nous tiennent à cœur. En fait, quand on est sur la fin d'une course de trail, on peut plus se mentir, quoi. On est vraiment, on est vraiment, il y a plus de masque, quoi. On est quasiment à nu, quoi, pour livrer ce qui nous anime d'un point de vue professionnel. Julien, pareil, était peut-être un petit peu plus loin géographiquement, mais uni par ces volontés-là. Et puis surtout se mettre d'accord sur pourquoi est-ce qu'on monte cette entreprise, quel est l'horizon de temps, pendant combien de temps on a envie de faire ça, quel est le temps qu'on souhaite y dédier. En fait, nous trois, à ce moment-là, on avait tous des enfants en bas âge, pour qui en tout cas pour nous trois, c'était la priorité numéro 1. Donc en fait, notre famille, notre vie personnelle, notre santé passe d'une certaine manière avant les enjeux professionnels. Et donc c'est important de rendre ça explicite et d'être vraiment très clair là-dessus. Et puis on avait aussi envie, de manière à avancer sereinement, que Kympa nous permette de financer un quotidien qui sont pour nous trois de quotidien de foyer, de famille, avec des enfants, etc. Donc en fait, c'est vrai que on a décidé au début de pas lever d'argent, vu que c'est une société de conseil, on n'a pas eu besoin de beaucoup investir d'argent personnel pour démarrer. On a investi énormément de temps, on continue à investir énormément de temps, mais on a cherché un modèle qui, dès le début, pouvait être, à défaut d'être rentable, en tout cas permettre de fonctionner dès le début et de pas compromettre, finalement, de pas se mettre en danger d'un point de vue perso pour démarrer. Ensuite, et ce dernier élément, on a posé sur le papier les valeurs de Kympa, qui sont celles de l'impact. On est vraiment là pour déployer le capital vers des projets à fort impact environnemental et social. Donc en fait, on n'est pas là pour faire... tous les jours, on se lève avec cette mission qui est ultra claire, donc, que je viens de vous décrire. La notion d'authenticité, et ce qui est là pour le coup extrêmement importante, parce que lorsque certains d'entre nous justement ne venions pas de ce métier-là, être capable de dire à des clients, à des médias, qui que ce soit, qu'on ne sait pas, on ne sait pas, on va chercher la réponse, mais en tout cas le fait de reconnaître avec beaucoup d'humilité que finalement on crée cette entreprise et on est encore tout jeune, c'est quelque chose d'important. Et puis la notion de co-création à la fois avec nos clients et avec nos équipes, des meilleures solutions d'investissement, des meilleurs moyens de l'exécuter. Donc cette notion de co-création et pas juste je crée une solution et je la vends, est quelque chose de très important. Donc en ayant posé dès le début nos aspirations personnelles, notre ambition professionnelle, des valeurs, un rythme, un tempo d'exécution, en fait ça marche assez bien. Mais c'est vrai, Lucie, ta question est très juste. On s'associe, c'est quasiment aussi engageant qu'un mariage, peut-être un peu moins, mais en tout cas à court terme c'est extrêmement engageant, alors que on peut prendre le risque de faire ça avec des gens qu'on connaît peu. Là, dans le cas avec Olivier et Julien, on se connaissait déjà un petit peu, et puis je pense qu'on s'est bien trouvé. Tout ça, c'est le fruit là déjà d'une belle carrière que tu as eue dans une maison de luxe. Tu peux nous en parler un peu de ce que tu as pu faire sorti de cette école de commerce, de ce tirage au sort? Moi, je trouve ça extraordinaire, le côté tirage au sort. Finalement, tout commence par un tirage au sort, quoi. Ouais, en fait, quand on regarde un peu à posteriori les éléments, et là je peux en parler un peu plus parce que en plus c'est le titre de votre podcast, Tipping Point. Je me rends compte que j'ai choisi, je reviens pas vraiment en arrière, hein, mais j'ai choisi ma prépa en sortant au niveau du bac juste sur le seul critère elle était pas très loin de chez moi, il y avait un internat pour pouvoir justement travailler toute la semaine et ne pas me sentir tout seul. Donc c'était pas la meilleure prépa de la région, de loin, mais en fait c'était basé sur des critères d'environnement. L'école d'ingénieur, en fait c'est la meilleure que j'ai pu obtenir, donc je suis très content d'y avoir été. Mais en fait en école d'ingé, j'étais passionné par le caractère technologique, mécanique, etc. Et en fait cette école qui est l'école polytechnique, qui est très extrêmement théorique. Moi, d'un point de vue académique, j'étais assez malheureux. Alors j'ai plein de choses que je trouvais absolument incroyables, notamment du côté associatif, amical, sportif, mais le côté académique m'a un petit peu frustré parce que à l'époque, c'était en 2000, on formait plutôt des chercheurs plus que des ingénieurs. Et donc l'école polytechnique, il y a une dernière année qui se fait habituellement dans d'autres écoles d'ingénieurs ou des universités. Et l'année où j'étais, c'était le deuxième millésime qui était ouvert à HEC. Donc on pouvait faire en fait comme école d'application polytechnique HEC dans un de ces masters
qui était soit finance, marketing, stratégie ou entrepreneur. Et donc j'ai fait ce master entrepreneur qui prépare à la création d'entreprise ou à la reprise d'entreprise, et qui en fait est une succession de missions au cours de l'année. C'est une partie académique qui est assez faible, mais une partie pratique qui est voilà, qui est incroyablement dense. Et une de ces missions d'HEC entrepreneur, toutes les missions sont attribuées par tirage au sort, et une des missions m'a amené chez Cartier comme une direction communication, mais la mission d'avant m'a amené dans une triperie à Rungis à 3h du matin, à aller comprendre pour une mission de reprise comment fonctionnait la filière tripière. C'est extrêmement intéressant. D'autres de mes amis au même moment, certains se sont retrouvés à travailler dans une radio, d'autres dans des grands acteurs de l'assainissement, dans les constructeurs automobiles. En fait, voilà, c'est totalement par hasard. Et donc en fait, et c'est ce qui m'a amené finalement à faire cette mission chez Cartier, et ensuite postuler pour un job qui venait d'être ouvert à l'époque. Et quand on voit les successions de choix plus ou moins volontaires qui amènent au déroulé d'une vie, c'est juste incroyable, parce que c'est ce tirage au sort qui m'a fait passer 15 ans chez Cartier, qui m'a fait rencontrer mon épouse, qui a fait vivre dans plusieurs pays, rencontrer plein de gens, voilà. Et donc voilà. Après sur le passage des différents métiers, sans rentrer trop en détail, en fait, en lien avec Kimpa, j'ai commencé en développant des montres. Donc c'est le job de développement, c'est au carrefour entre le design, la création, les forces commerciales qui sont dans les filiales, les ingénieurs et les équipes techniques des manufactures. Et donc il y a une dimension à la fois esthétique, technique, adéquation avec le marché. On parle de product market fit. Là, même dans un contexte hors startup, c'est totalement adapté. Et puis ensuite, bien sûr, trouver un concept, un nom, tout un environnement créatif qui donne envie à des clients d'acheter ces collections. Et d'une certaine manière, est-ce que c'est cohérent avec le fait de monter Kimpa? Alors ça paraît un peu capillotracté, ça paraît un peu loin, mais aujourd'hui avec Kimpa, on se retrouve à en discuter avec des entrepreneurs tous les jours, des entrepreneurs qui lèvent des fonds, des startups, des scale-up, qui ont tous les mêmes enjeux le problème que je cherche à résoudre, la solution que je propose, les avantages technologiques, les barrières à l'entrée, le marché que je souhaite attaquer, comment trouver une adéquation entre mon produit, mon service et un marché, quelles équipes mettre autour, etc. Donc finalement, je trouve que dans le monde corporate, en tout cas les expériences de vie auxquelles j'ai pu être exposé chez Cartier, d'une certaine manière, on me préparait à ça. Alors bon, là évidemment, c'était absolument pas prémédité. Et justement, Vincent, tu as eu des expériences et des responsabilités managériales relativement importantes, même très importantes, avec, j'imagine, des équipes nombreuses sous ta responsabilité. Quelles sont, toi, les pratiques managériales que tu soutenais, que tu soutiens tu vois, qu'est-ce que tu as rapporté peut-être de Cartier chez Kimpa? Qu'est-ce que tu as laissé Alors, mon point n'est pas de dire qu'est-ce qui était bien ou pas bien dans cette entreprise, hein, mais plutôt qu'est-ce que toi, en tant que manager, qui était important, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que aujourd'hui tu gardes de cette expérience dans un grand groupe. Alors, c'est pas forcément des pratiques qui sont répandues dans les grands groupes, mais je suis extrêmement reconnaissant à mes boss et mes N+2 au fur et à mesure de mon passage chez Cartier, des chances qu'ils m'ont donné de m'exposer à des problématiques, à des situations auxquelles j'étais pas du tout préparé. Alors autant quand on démarre sa carrière, finalement on est très accompagné, mais mon deuxième job, c'était d'être vendeur dans une boutique sur la 5e avenue à New York. Et puis, vu que ça tombait au moment de la crise des subprimes, j'ai eu beaucoup de réorganisation, de gens qui partaient, qui arrivaient. Et en 2 ans, je suis passé de vendeur, sans avoir jamais vendu de ma vie, à manager de la boutique. Et donc là, c'est en effet une équipe d'une 30aine de personnes, auquel, encore une fois, dans un pays qui était encore nouveau pour moi, c'est un pari énorme qui a fait la boîte de mettre dans ces situations comme ça. Et récemment, comme directeur général de la filiale Espagne-Portugal, là en effet c'est une 100aine de personnes, donc c'est pas des énormes
groupe de gens, mais c'est quand même des gens qui connaissent très bien, qui sont experts dans leur domaine, et en fait, tu te retrouves parachuté dans des jobs que normalement on a mérité. Je pense les avoir mérités à chaque fois, mais sur lesquels il y a tout un enjeu de légitimité, à recréer. Et donc, ces deux aspects je fais confiance dans le fait que quelqu'un qui a pas encore l'expérience, mais qui a la volonté d'apprendre, qui a la bonne attitude, qui a l'humilité, en fait, c'est toujours une question de posture aussi, d'écoute. Et donc, à partir du moment où la personne démontre ces capacités-là et cette volonté, de pas avoir peur de l'exposer à des choses qu'il ou elle n'a jamais fait. Donc ça c'est vraiment la chose que je retiens énormément. Après, il y a des choses dans les corporates que je trouve moins intéressantes et moins applicables aux startups. Alors, par exemple, les entretiens annuels d'évaluation, la gestion des carrières par la performance, etc. C'est des projets qui sont très, c'est des process qui sont très lourds à mettre en place, qui déshumanisent d'une certaine manière la relation professionnelle. Et donc ça, chez Kimpa, c'est important de les avoir parce que c'est quand même des moments où les collaborateurs échangent de manière un petit peu plus formelle qu'autour d'un café ou un déjeuner. Donc c'est important de les avoir. On a essayé de le faire le plus ouvert possible. Et un exemple aussi de comment on passe d'une idée corporate à une application dans une startup. À partir d'un certain niveau de seniorité dans les corporates, vous avez droit à faire des évaluations 360 degrés où vous demandez à vos boss, à vos pairs, à vos reports directs, ou même lorsque c'est bien fait à l'extérieur, des fournisseurs ou des clients, ce qu'ils pensent de vous. En fait, ça chez Kimpa, on l'a intégré pour tous les collaborateurs dès le début. Donc on a mis un process très simple qui permet finalement de récupérer du feedback de manière formelle, mais de manière très légère et sans que ça devienne une usine à gaz. Donc ça c'est plutôt plutôt bonne pratique. Après, en termes d'innovation managériale, les grandes corpos que j'ai vécues, c'est pas là où ça innove le plus. Donc c'est pas forcément les plus grandes sources d'innovation. Moi, je crois beaucoup à quelque chose que j'ai essayé de mettre en place en Espagne, qui ensuite a été basculé chez Kimpa, c'est la notion de expérimentation, d'avoir toujours dans l'entreprise, au-delà de l'excellence opérationnelle qui permet de délivrer ce qu'on propose, donc des produits, des services, d'avoir toujours soit quelques personnes qui ont finalement un rôle un peu de poil à gratter, un peu d'antennes déployées sur le marché, sur les contacts clés, sur les activités qu'on ne fait pas aujourd'hui, qu'on pourrait faire demain, et d'une certaine manière intégrer dans le quotidien, de la même manière qu'on intègre la prospection dans le quotidien, on intègre l'innovation, on intègre la recherche du coup d'après, là. Et comment tu recrutes aujourd'hui les personnes pour ton équipe? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui est important pour toi et pour Kimpa? Alors, je pense déjà aujourd'hui on a la chance qu'on est dans un secteur qui attire plutôt l'impact. En fait, on a des profils, des candidats d'une qualité incroyable qui nous contactent spontanément. Ce qu'on va regarder, c'est quand on prend beaucoup de soin à répondre à cette question qui est je suis diplômé ou j'ai déjà fait un bon début de carrière, je pourrais aller travailler chez Goldman Sachs, chez McKinsey ou dans une grosse corpo. Pourquoi est-ce que cette personne voudrait venir chez Kimpa? Il y a forcément des concessions. Aujourd'hui, on paye un petit peu moins bien que les grands cabinets. On espère arriver à corriger ça, mais en tout cas à court terme c'est ça qui est en train de se passer. Les perspectives de carrière, c'est un pari que doit prendre le candidat pour dire qu'aujourd'hui Kimpa c'est une boîte de 12 personnes, peut-être que dans 2-3 ans ce sera une bonne centaine de personnes, et donc il y aura du management, il y aura un accompagnement de la croissance, et donc c'est tester l'appétence entrepreneuriale de nos futurs collaborateurs par rapport aux autres options qu'ils ou elles pourraient avoir sur le marché un peu plus classique du travail. Et ça, on prend beaucoup de temps à faire ça, parce que finalement, c'est très facile pour un candidat de dire oui, j'ai envie de venir, mais après, comment ça se traduit? Et donc là, je peux vous donner un exemple. Une de nos collaboratrices qui nous a rejoint en début d'année 2021 avait un super job dans un super cabinet de conseil en transactions, et est venue nous voir en disant moi j'ai envie d'avoir de l'impact dans mon cabinet, c'est pas trop le sujet, donc je souhaite travailler dans l'impact. Je suis prêt à vous rejoindre, etc. Et en fait,
Elle nous a rejoint à partir du moment où on a trouvé une mission pour elle qui lui a permis de bâtir son poste, de bâtir son rôle dans l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est une de nos managers clés. Elle est en charge à la fois du private equity et de l'activité de banque d'investissement à impact chez Kimpa. Et d'une certaine manière, elle a créé son job chez nous. Donc bon, c'est un process qui est un peu long, mais vu qu'on n'est pas dans une situation d'hypercroissance, on n'est pas là à dire hire fast, on est plutôt dans le hire slow, éventuellement le fire fast lorsqu'on se rend compte qu'il y a un désalignement sur les valeurs, pas sur la compétence, mais sur les valeurs. Les compétences s'acquièrent, les valeurs c'est très difficile. Voilà, donc juste pour répondre à votre question, Lucie, comment on recrute lentement, c'est peut-être ça le mot le plus important. Depuis tout à l'heure, là, on parle d'impact et notamment d'impact positif, mais ça veut dire quoi pour toi avoir de l'impact ? Ouais, alors la question qui peut appeler une réponse de 2 heures. Je vais essayer d'être très court. Lorsqu'on parle d'impact et notamment d'investissement à impact, il y a 3 principes qui reviennent assez souvent. Il y a la notion d'intention, d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce que je souhaite accomplir. Il y a la notion de additionnalité, c'est-à-dire que ce que j'accomplis, je le fais pas au détriment d'une performance financière, ça vient en plus, et ça vient également en plus de tout ce qui existe. Donc la contribution, c'est une contribution nette positive, et il y a une notion de mesure, ou peut-être même de manière un peu plus intéressante, d'alignement d'intérêts entre les parties prenantes, c'est-à-dire qu'entre les financeurs, les entrepreneurs et tout l'écosystème qu'il y a autour. Pour l'intention, nous on travaille beaucoup avec cette grille de lecture qui s'appelle les objectifs de développement durable, que très probablement vous connaissez, vu les intervenants que vous avez eus sur votre podcast avant, mais que étonnamment tout le monde ne connaît pas encore. Il y en a 17, ils ont été formulés par les Nations Unies en 2015, c'est les objectifs à atteindre pour 2030. 2030 c'est demain matin, quand on y est quasiment, et ces 17 objectifs couvrent une grande partie des aspects du développement humain et du développement durable à l'échelle internationale, y compris pays émergents et pays développés. Et donc on fait réfléchir nos clients sur en fait les causes qui leur tiennent à cœur. Est-ce qu'on veut parler d'éducation, est-ce qu'on veut parler d'égalité entre les sexes, d'accès à l'eau, d'assainissement, d'énergie, de ville durable, etc. Et donc on les fait réfléchir sur ces 17 objectifs. Et ensuite, on va chercher des opportunités d'investissement qui viennent contribuer de manière extrêmement tangible à ces objectifs. Donc c'est pour ça que je vous disais en intro, on n'est pas dans le monde de la finance durable, de la finance responsable qui vient exclure certains secteurs ou qui vient juste s'assurer que les investissements ne font pas de mal à la planète ou à la société. Là, on vient s'assurer que les investissements contribuent positivement aux objectifs que l'on s'est fixés. On n'est pas non plus dans le monde de la philanthropie, c'est-à-dire qu'on attend un retour financier qui soit au moins du même niveau qu'un investissement classique. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette exigence-là ? D'abord, si on perd de l'argent à chaque fois, en fait, on a un risque de plus pouvoir recommencer, en tout cas de ne pas être capable d'inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Ça, c'est le premier point, de pouvoir répéter, réitérer et en fait de le faire à plus grande échelle, donc c'est essentiel. Le deuxième point, c'est qu'en allant miser sur des entreprises qui ont dans leur raison d'être, dans leur mission, un impact tangible, c'est la réussite financière de cette entreprise qui va faire que l'impact va se réaliser. Si la boîte finalement grandit pas, est pas capable d'attirer des talents, est pas capable de se développer, l'impact va être extrêmement limité. Et donc il y a cette notion de succès financier qui ensuite amène de l'impact. On appelle ça souvent vous entendrez la notion de profit for impact. C'est vraiment les boîtes qu'on recherche, c'est-à-dire c'est les boîtes qui veulent être profitables, les entrepreneurs veulent en faire leur métier, veulent gagner leur vie avec ça, veulent potentiellement faire une exit derrière, ils peuvent avoir une composante technologique très forte, et donc c'est ce succès opérationnel qui amène l'impact. Et puis sur le dernier point, sur la mesure et l'alignement d'intérêt, en effet, donc c'est extrêmement important d'être capable de documenter l'impact qui est réalisé, et donc pareil, on peut utiliser des grilles de lecture, des métriques que les entreprises peuvent utiliser qui sont en lien avec les objectifs de développement durable. On a un framework qu'on utilise beaucoup chez Kimpa qui s'appelle le framework de IRIS+, qui est promu par le GIN, qui est le Global Impact Investing Network. Et dans le framework IRIS, il y a 685 metrics
qui sont liés aux objectifs de développement durable et qui permettent de dire telle entreprise est en train de délivrer une performance sur telle ou telle métrique et donc me permet de démontrer que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé initialement. C'est extrêmement important aussi de regarder l'impact net des entreprises dans lesquelles nos clients investissent, parce qu'on peut avoir un impact très positif sur les objectifs qu'on s'est fixés, mais si pour réaliser cet impact, on a des émissions qui sont catastrophiques, ou alors on a des travailleurs qui sont dans des situations déplorables, donc là qui sont bien, comment dire, bien isolés de l'objectif initial, en fait l'impact est pourri. Donc c'est important de regarder la notion d'impact net. Et je termine avec ça, lorsque l'on n'investit pas en direct dans les startups mais qu'on passe par des fonds, donc des structures financières qui permettent de se déployer sur plusieurs entreprises, c'est extrêmement important pour nous de qualifier l'alignement d'intérêt des gestionnaires des fonds. C'est-à-dire, si je mets 1 euro dans ce fonds et que ce fonds va ensuite soutenir des startups ou des scale-up, est-ce que la rémunération de la personne à qui j'ai confié mon euro est aligné sur mes objectifs à moi, qui sont des objectifs de performance financière et de performance d'impact. C'est marrant sur cet impact net. C'est notre grande discussion autour du café ce matin en se disant mais comment est-ce qu'on le mesure réellement et tu vois, est-ce que toi tu as des conseils, en tout cas qu'est-ce que tu regardes très concrètement pour te dire oui là je suis sûre en fait que cette entreprise elle a un impact net qui est positif. Ouais, il faut passer beaucoup de temps avec les entrepreneurs, donc il y a quand même un investissement de temps et de vocabulaire commun et dans ce sens peut-être la technologie pourrait aider. Là aujourd'hui on le fait encore de manière très manuelle, mais si je peux donner un exemple, on a investi avec nos clients, c'est une des premières transactions qu'on a faites qui était dans l'agriculture verticale. Donc l'agriculture verticale a plein de vertus, notamment le fait qu'on produit des fruits et des légumes en circuit court, très proche des consommateurs, que les travailleurs agricoles, au lieu d'être des travailleurs saisonniers qui vont se casser le dos dans les champs 2 semaines par an ou 3 semaines par an, en fait là on a un job CDI à plein temps, 35 heures dans des environnements climatisés. Donc en fait il y a plein d'éléments très positifs et les produits sont plutôt de très bonne qualité, mais ce sont des produits qui sortent de grandes machines qui consomment beaucoup à la fois de matières premières, d'énergie par rapport au soleil qui lui est gratuit. Et donc la question c'est avec les entrepreneurs, c'est ok, tu fais ton reporting de voilà le nombre de tonnes de fruits et légumes que tu as produits, voilà la consommation d'eau que tu as eue qui était réduite de 98% par rapport à des cultures en plein champ, voilà les jobs que tu as créés, bon super, ça c'est l'impact positif. Regarde un petit peu d'où viennent tes machines, d'où vient l'énergie que tu as utilisée, comment est produite l'électricité qui a été utilisée pour alimenter tes lampes et tes machines, etc., etc. Et donc c'est une question de vraiment décortiquer toute la chaîne opérationnelle pour pouvoir en fait faire un reporting complet. Donc là je vais donner un exemple qui est un peu plus c'est compliqué à exécuter lorsqu'on a 20 boîtes ou une cinquantaine d'entreprises en portefeuille, mais sur quelques-unes c'est possible et ça part beaucoup du dialogue avec l'entrepreneur pour savoir si une UL prend en compte les externalités négatives dans son bilan. Mais c'est essentiel en fait, faire de l'impact positif mais sans regarder les externalités négatives. C'est là où on prend un risque énorme pas de washing mais en fait de négligence qui font que l'impact est pas réalisé à hauteur de ce qu'on souhaiterait. Vous êtes combien aujourd'hui à faire ça véritablement, l'impact investing? En fait, chez Kimpa ou dans le secteur ou dans l'industrie? Je veux dire dans le monde, parce que la question derrière, c'est quoi ta vision du monde de la finance actuelle et de quoi elle a besoin pour se transformer. Alors ma question elle est hyper orientée, mais moi c'est ce que ça vient me chercher à l'intérieur en fait. Ce besoin de transformation, elle a besoin de quoi et en fait vous êtes combien à faire ça? Ouais. On est encore assez peu. Alors, ça grandit très vite. Aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a à peu près 1000 milliards d'US qui sont déployés sur des actifs à impact. Donc, c'est une goutte d'eau par rapport à l'épargne, par l'investissement au niveau mondial. Donc, c'est encore très peu. Mais c'était 10 fois moins il y a 1 an et demi. En fait, c'est une exponentielle qui commence à être très
verticale, quoi. Donc c'est en pleine croissance. Quelles sont les conditions qui sont réunies aujourd'hui? Il y a une forte appétence de la part des investisseurs de dire moi j'ai envie de faire du bien avec mon argent, et notamment c'est très vrai, on le voit avec certains de nos clients qui sont des entrepreneurs qui ont fait une exit, qui se retrouvent avec du jour au lendemain beaucoup d'argent, qui veulent éventuellement réentreprendre, mais en tout cas qui souhaitent investir dans des choses qui soient en fait pas les investissements auxquels pourraient souscrire leurs parents. Il y a quand même une question de gap générationnel. Il y a une certaine défiance vis-à-vis des acteurs bancaires et assurantiels classiques. Donc en fait, la volonté, elle est là, en tout cas de la part de beaucoup d'investisseurs. Ce qui manque, en fait, je pense, c'est des structures un petit peu comme les nôtres qui sont capables de proposer de l'impact sur toutes les classes d'actifs. Alors c'est peut-être un peu technique, mais on peut pas recommander à un client ou à n'importe quel investisseur de mettre tout son argent sur les startups. Enfin, ce serait pas approprié d'un point de vue sécurisation du patrimoine, transmission, etc. Donc il y a un enjeu de comment arriver à avoir un filtre impact ou au minimum investissement responsable et durable sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc c'est en ce sens que les structures de family office aident beaucoup, puisqu'on n'est pas là à vendre des produits qu'on a créés nous-mêmes. En fait, on n'a pas de produits, on est là, on est conseil, on est totalement indépendant, on vient proposer finalement tout ce qu'il y a sur le marché. Et il y en a de plus en plus. Donc en fait, pour répondre à la question, Romain, c'est encore tout petit, c'est un accélération très fort, il y a des conditions du marché qui sont réunies, et les acteurs actuels sont peu adaptés, alors sont en train de se transformer, en tout cas sont peu adaptés, et le format qui fonctionne très bien, c'est, je pense, de manière un peu biaisée, mais celui qu'on propose, qui est conseil indépendant vers toutes les classes d'actifs différentes et avec une expertise en interne qui permet de qualifier le caractère responsable, durable et impact des investissements qu'on propose. Ensuite, et peut-être le dernier élément aussi, c'est qu'une fois que ces investissements sont réalisés et une fois que le succès est démontré, il y a un enjeu très fort de communication. Donc pour en fait aider nos clients à déployer ce qu'on appelle leur capital réputationnel, c'est-à-dire et aider à finalement à partager aux autres quel a été le chemin vers l'impact qu'ils ont suivi, quels ont été les succès, quels ont été les écueils. Il y a cette caricature auquel moi je crois beaucoup, c'est que les gens riches de cette planète jusqu'à présent comparer la longueur de leur yacht ou le nombre de leur bagnole dans le garage à des choses qui sont vraiment très très matérielles. Si demain ces gens fortunés arrivent dans les dîners à parler de l'impact qu'ils ont eu, à parler de leur contribution qu'ils ont eu en tant que citoyens, au-delà et en complément de la philanthropie, qui est en fait l'impact investing n'a pas nuire à la philanthropie, au contraire c'est extrêmement complémentaire comme approche. Au moins dire oui, j'ai eu des succès, j'ai gagné de l'argent, génial, grâce à ça j'ai pu faire plein de trucs. Dans ces plein de trucs, il y a contribuer à la transformation de l'agriculture, arriver à soutenir des marques de textiles plus durables, contribuer à l'éducation, etc., etc. En fait, toutes ces choses qui sont liées aux objectifs de développement durable. Tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs, Vincent, de personnes intra-entrepreneurs, dirigeants en tout cas, qui ont envie de créer ou qui créent leur business à impact, qui pensent leur business model complètement différemment. Quelles sont, toi, les caractéristiques ou les qualités que tu perçois? Quel est le lien entre ces entrepreneurs, ces dirigeants? Et avec une sous-question à cette question, parce que j'ai un ami, Eric, pour ne pas le nommer, mais je sais qu'il écoute l'ensemble des podcasts de Tipping Point, qui aurait envie de se lancer et qui me dit est-ce que moi je suis pas en fait trop pessimiste? Et est-ce que toutes ces personnes que vous interviewez, donc question aussi pour toi, Vincent, à titre plus personnel, mais est-ce que finalement tous ces entrepreneurs à impact ne sont pas des gens très optimistes? Est-ce que moi je suis pas trop pessimiste pour y arriver? En tout cas, voilà. Donc moi, j'avais vraiment deux questions dans cette question. C'est quel est le lien que tu vois? Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes, des croyances communes, des envies partagées dans toutes ces rencontres que tu fais? Et quelle est la place de l'optimisme dans tout ça? Question philosophique. Alors, je pense que c'est un trait propre à tous les entrepreneurs, le caractère optimiste.
en tout cas enthousiaste par rapport à l'avenir, sur le rôle qu'il ou elle peut avoir. C'est vraiment, mais ça, je pense que c'est pas lié à l'entrepreneuriat impact, c'est juste l'entrepreneuriat tout court. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, on dit qu'ils rayonnent, qu'ils dégagent une énergie autour d'eux, qu'ils ont une capacité à fédérer. Donc c'est ça qu'on va tester. Sur le côté pessimiste, en disant de toute manière créer un monde meilleur, moi j'y crois pas. En fait, les entrepreneurs à impact viennent d'abord identifier un problème qu'ils cherchent à résoudre. Donc en fait, il y a quand même un œil avant tout sur quelles sont les choses qui déconnent et comment on peut y répondre. Je crois que je vous donne un exemple. Vous avez reçu sur Tipping Point Hortense Sarang de Fleur d'ici, qui est une personne absolument incroyable. Le point de départ de la création de Fleur d'ici, c'est de constater que 90% des fleurs coupées qui arrivent en France, en fait, qui sont vendues en France, viennent de l'étranger. Et je crois que c'est à peu près ça le chiffre. Hein, c'est juste colossal. Elle y a vu un problème, elle y a vu le fait que les fleurs sont toutes les mêmes quasiment tout au long de l'année, donc en fait peu d'alignement avec les saisons, etc. Donc c'est d'une certaine manière un problème qu'elle a identifié et qu'elle souhaite craquer en ayant en tête que des solutions existent. Les gens qui ont fondé Too Good To Go, ils ont constaté qu'il y a une quantité incroyable de nourriture qui est gaspillée dans les restaurants, dans les supermarchés, et à côté de ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à se payer une nourriture de qualité, avec une bonne idée, une super technologie et une force d'exécution dingue, ils arrivent à résoudre le problème. Donc finalement, être pessimiste pour voir les problèmes au début, avant ensuite de basculer, trouver des solutions et monter une entreprise pour y contribuer, je pense que c'est le point de départ. Voilà. Après, sur le côté optimiste, il faut y croire, quoi, parce que forcément, c'est notamment, on parlait lorsqu'on se lance en tout début de carrière, le seul trade-off, ce serait de dire, tiens, je monte une boîte plutôt que d'aller bosser dans des grosses corpos et donc prendre le train en marche, d'aller chez les L'Oréal, Danone et autres, comme font beaucoup de gens en sortie d'école, sortie d'université. Donc voilà, c'est un petit risque qui ensuite se rattrape. Lorsque c'est en milieu de carrière, finalement, comme on a fait avec Kimpa et comme font beaucoup de gens qui nous rejoignent aujourd'hui, il y a un peu plus de risques financiers, mais cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle est largement compensée par deux choses. Un, le fait que quand on entreprend, on apprend des tonnes de trucs et on apprend vraiment en mode accéléré. Et l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, où l'accès à la connaissance a rarement été aussi accessible, en fait, a rarement été aussi diffusé à grande échelle. Donc en fait, on apprend plein de trucs. Et aujourd'hui, je trouve aussi l'entrepreneuriat est vachement valorisé, même par les grosses corpos. Et donc finalement, avoir quelqu'un qui, en milieu de carrière, quitte un job, monte une boîte pendant 2 ans, réussit pas et ensuite retourne dans le monde corporate. Il y a encore 10 ans, je pense que c'était extrêmement mal vu. Là, au contraire, c'est plutôt quelque chose de très positif. Voilà, il faut avoir envie de réussir, naturellement. Et je m'écoute dire ça, alors que nous, enfin, on n'a pas encore prouvé qu'on avait réussi avec Kimpa. On est encore tout jeune, encore tout humble, mais on a très 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 envie de réussir. Donc en fait, on contemple même pas l'échec. Néanmoins, on sait que c'est une tranche de vie, c'est une expérience professionnelle, et puis on donne de notre mieux, on veut gagner, mais on joue pas notre vie dessus non plus, quoi. Donc ça permet aussi de relativiser, keep cool, et puis ça va bien se passer, quoi. Le pivot là que tu fais là en milieu de carrière, ça vient chercher quoi en toi? Ça vient questionner quoi? Alors il y a pas mal de choses que ça vient questionner. Le première c'est dans notre job, on passe 10 heures par jour à bosser, donc c'est une grosse partie de notre quotidien. Et donc la volonté de faire quelque chose à la fois qui nous plaît, qui crée de la valeur, qui crée de la richesse, et pas uniquement en termes d'argent, en fait, qui rend notre existence positive. C'est quelque chose qui m'a toujours animé, que j'ai beaucoup trouvé dans le début de carrière, et puis finalement au fil des années un petit peu moins, et notamment le caractère de qu'est-ce que moi j'apporte. Tu vois, en fait, quand tu bosses dans une grosse corpo, t'as une machine qui est là, et en fait, tu mets juste de l'huile à les rouages et ça marche, quoi. J'avais une grosse volonté de créer une machine plutôt que simplement mettre de l'huile dans les rouages. Je me rendais compte aussi que dans cette carrière corpo, il y avait un certain nombre d'externalités négatives qui étaient assez peu quantifiées
à l'époque, et moi je voyais de plus en plus, et notamment, je crois que je vous l'avais raconté en préparant l'épisode, mais je crois sur la dernière année ou les 2 dernières années avant de démissionner de chez Cartier, je crois que j'avais pris l'avion plusieurs dizaines de fois, enfin c'était voir même une année une centaine de fois, voire même un peu plus. Et mon fils qui avait 6 ans à l'époque me disait mais papa, à l'école on nous dit que voler c'est pas bien, enfin que voler fly, hein, enfin d'être dans les avions c'est pas une bonne chose quoi. Euh, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Alors, il me disait pas comme ça, mais en fait pas loin, il me le faisait comprendre. Et donc toute cette série de choses qui veut dire j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de contribuer un peu à faire avancer le schmilblick et pas juste mettre de l'huile dans les rouages, plus l'exemple que je pouvais laisser à mes enfants, ça a été quelque chose qui m'a vraiment voilà, qui m'a vraiment dit, qui m'a vraiment fait dire il faut que je fasse autre chose. Et ensuite, comment ça s'est fait? Là, c'est assez intéressant peut-être pour les éditeurs aussi qui se posent la question de comment le faire. Moi, ce qui m'a mis en paix avec moi-même, avec le fait de quitter cette belle maison dans laquelle je bossais, c'était avant de faire ça, d'avoir interviewé toute la concurrence. C'est-à-dire d'aller voir toutes les autres belles maisons chez LVMH ou chez Kering, qui aussi recrutaient. Et en fait, même en ayant des offres de super jobs dans ces groupes concurrents, je me rendais compte que c'était pas, en fait, que ce serait le même problème, que la flamme qui m'avait animé en début de carrière sur les montres, le beau, l'esthétique, les émotions qu'on pouvait créer avec le luxe, en fait, n'étaient plus là, et que c'est pas une question de quartier plutôt que les concurrents, c'est plus une question d'industrie en général. Et donc ça m'a mis vraiment en paix avec moi-même de fait de dire ok, je démissionne et je suis ok avec ça. C'est peut-être un risque, mais c'est le risque de ne pas le faire est largement supérieur. Et donc j'arrête ça. Et puis ensuite trouver le bon créneau, la bonne le bon projet. Ben là, pour moi, la clé c'est la rencontre, là où les rencontres et voilà. Et donc c'est pour répondre à ta question, Romain, qu'est-ce que ça a amené en moi? C'était finalement la matérialisation de quelque chose qui était latent depuis quelque temps, que j'avais bien enterré, parce qu'il y avait plein de choses à côté qui rendaient le quotidien sympa finalement dans les grosses corpos, mais qui est ressorti autour du projet Kimpa, et aujourd'hui s'exprime de manière totalement épanouie et en pleine puissance. En fait, je repense même plus à la vie d'avant. Là, c'est plutôt une question d'embrasser le quotidien. On est une équipe qui est juste dingue chez Kimpa, de gens extrêmement talentueux, enthousiastes. On a plein d'idées, peut-être trop d'idées d'ailleurs. C'est extrêmement excitant. On a des clients qui nous font confiance et qui nous encouragent. On a un board super talentueux qui aussi qui nous donne un support peut-être un peu plus high level, qui nous aide à sortir la tête de l'eau. Donc voilà, finalement une fois que le tipping point est passé, on n'a même plus besoin de se retourner pour dire est-ce que j'ai pris la bonne décision. C'est go à fond et pour l'instant c'est un super kiff, quoi. Le sport et notamment le trail en montagne ou le trail nature, ça t'a aussi aidé? Tu sens que c'est quelque chose qui t'a reconnecté peut-être avec toi, parce que moi là, ce que j'entends c'est une forme de reconnexion à soi. Je refaisais un peu là tes années de prépa, t'étais pas très loin de chez toi, dans un internat, proche de la nature, etc. Est-ce que ça fait partie de ton alignement ou de ton accompagnement à un alignement et un retour à tes sources, tes racines profondes? Ouais, mais en fait, alors oui, pour deux raisons. Le premier, c'est que quand on court, encore une fois, mais dans tous les sports, il faut être focus. Vous parlez à des boxeurs, les boxeurs vont dire quand tu fais un combat de boxe, tu veux pas écouter de la musique à côté, machin, t'es dans le combat, quoi. Le trail, c'est un peu un combat contre soi-même. c'est d'arriver au bout, mais dans un cadre de la nature qui est juste, qui est juste incroyable. C'est un sport qui peut paraître un peu solitaire, mais en fait qui est encore mieux lorsqu'on le fait à plusieurs. Et en fait on n'est jamais vraiment tout seul puisqu'on est en communion avec une faune, une flore qui naturellement est là. Donc la reconnexion à la nature, je trouve s'exprime vraiment dans ce sport. Et moi à chaque fois que je suis dans la montagne, je me dis mais enfin quelle chance d'être là. C'est une nature qu'il faut déjà se rendre compte qu'elle est incroyable, la préserver, inviter les autres à la préserver. Et donc je trouve que c'est extrêmement cohérent et extrêmement cohérent comme pratique. Et finalement je me rends compte qu'on a beaucoup de gens qui pratiquent le trail avec nous, qui certains sont clients chez Kimpa. On a une collaboratrice qui nous a dit en fait
est maintenant plus avec nous, mais qui nous a dit je vous ai trouvé, je vais trouver sur Strava. Quoi. Strava, c'est un peu le LinkedIn des sportifs, quoi, pour ceux qui connaissent pas, quoi. J'avais jamais vu ça encore, c'est génial. C'est clair. Ouais, non, c'est assez marrant. Enfin, je l'ai trouvé, je sais plus comment elle l'a trouvé, mais en tout cas, elle a vu ce qu'on faisait, Olivier, Julien et moi, sur notre profil sportif. Et bon, c'est peut-être un peu perso, c'est un peu comme on dit, on s'est trouvé sur, c'est pas Strava plutôt, ou Facebook, ou TikTok ou autre. Voilà, Strava, c'est le sport, c'est souvent du sport outdoor et voilà, on se retrouve beaucoup là-dedans. En tout cas, c'est le choix qui nous a réunis, Olivier, Julien et moi. Ce sont des valeurs qu'on essaie d'inculquer dans l'entreprise. Il y a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour venir bosser chez Kimpa, mais un goût de la nature. Si vous voulez passer du bon moment dans les séminaires avec nous, en effet, c'est assez important, quoi. Vincent, qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui se lancent aujourd'hui dans des études de finance ou qui ont envie de travailler dans la finance? Encore une fois, moi, je viens pas de ce monde-là, hein. Donc je vous en parle avec toute l'humilité du monde parce que il y a encore 2 ans, je connaissais très peu cette partie-là. Je leur dirais à ces jeunes de pas voir la finance comme une finalité, mais comme étant plutôt un moyen d'atteindre des objectifs. Et donc l'accomplissement qu'ils pourraient avoir dans leur métier et l'accomplissement de ceux qui font n'est que la conséquence de l'objectif qu'ils sont fixés initialement, de leur talent, des rencontres qu'ils auront fait sur le chemin. Donc c'est juste bien réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils font ça, et quel est le bien qu'ils pourraient faire grâce à ce levier incroyable qui est le financement. En fait, c'est néanmoins beaucoup de choses se réalisent. Enfin, je prends l'inverse. C'est difficile de faire quelque chose de grand sans être financé. Donc la notion financière est importante. Et donc c'est un pouvoir extrêmement important. Et faut pas citer Superman avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Mais c'est ça en fait. Ces gens-là ont une responsabilité sur le fonctionnement et sur l'état du monde. Donc autant que ce soit positif. Et pour celui qui veut se lancer justement sur un business à impact ou transformer son business et qui a besoin de financement, tu lui conseilles quoi à cet entrepreneur? De mixer ses sources de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des sources à impact, il y en a de plus en plus. Des fonds d'impact, il y en a plein. Des business angels qui veulent avoir de l'impact, il y en a plein. Des family office à impact, là pour l'instant il y a que nous, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres derrière. En tout cas, des family office classiques qui proposent des solutions d'investissement à impact, il va y en avoir de plus en plus. Néanmoins, c'est important, je pense, d'avoir à ses côtés dans sa table de capitalisation, c'est parmi ses actionnaires, des gens qui viennent apporter aussi une compétence qui peut être soit une compétence technologique, donc notamment des fonds de VC classiques, en fait, ont tout à fait leur place dans des sociétés dont la raison d'être est explicitement impact. Donc en fait, d'avoir autour d'eux, en plus de leurs équipes, parmi leurs sources de financement, des compétences qui vont être clés dans le développement de la boîte. Donc ça va être de la tech, de l'accès à certains marchés, certaines géographies, à certaines industries. Voilà, ça c'est extrêmement important. En fait, l'erreur ça va être de se dire j'ai une boîte à impact, donc je veux dans ma table de capitalisation que des fonds d'impact ou des business angels à impact. Alors pourquoi je dis ça? Peut-être que je me fais une balle dans le pied en disant ça, mais encore une fois, je pense que le plus gros levier de la finance à impact, c'est pas les acteurs impact natifs qui vont devenir de plus en plus nombreux, c'est la mutation. Donc au contraire, c'est plutôt la mutation des acteurs classiques actuels qui se rendent compte que les boîtes d'impact en fait sont promises à un avenir extrêmement positif, parce qu'encore une fois, elles s'attaquent à l'économie réelle, elles viennent attaquer les vrais marchés, les vraies problématiques. Ce sont des boîtes qui viennent proposer des produits et des services qui attirent des consommateurs, qui sont de plus en plus conscients de ces enjeux-là, qui attirent de plus en plus de talents et qui donc vont attirer des financements. Et donc tous ces éléments-là vont contribuer au succès de l'entreprise. Et donc naturellement, je pense que les acteurs de la finance classique vont petit à petit se diriger vers ces projets-là. Et d'une certaine manière, c'est le rôle des entrepreneurs
qui portent des projets d'impact, d'aller également porter la bonne parole, en tout cas montrer le caractère attractif de leur projet, même à ces sources de financement classiques. Et à l'inverse, et pour terminer sur la question, Romain, des entreprises qui à la base proposer une solution à un problème qui n'était pas forcément un problème de développement durable ou un problème impact, peuvent largement bénéficier d'avoir dans leur table de capitalisation des investisseurs qui sont experts dans l'impact. Non pas pour repeindre les murs en vert, ni pour faire de la RSE dans ces entreprises-là, mais plutôt de dire finalement la technologie que tu as, la solution que tu proposes, est-ce qu'elle pourrait pas être mise à profit de problématiques qui en ont besoin, problématiques d'impact, et dans ce cas-là, on peut t'aider à le faire, à bien le documenter, pour attirer les bonnes sources de financement, pour être capable de le communiquer, pour être capable en fait d'avoir une approche cohérente qu'on venait de décrire tout à l'heure, avec une vraie intention, une vraie capacité de générer du profit avec ça, et une capacité à le mesurer de manière explicite. Donc d'avoir des investisseurs à impact dans des entreprises classiques peuvent les aider à pivoter et à prendre et à mettre tout leur savoir-faire au profit de problématiques de développement durable. Moi, je veux bien qu'on revienne un tout petit peu sur Kimpa, parce qu'on a fait plein d'études. Tu nous as donné plein de petites billes tout au long c'est déjà presque 1 heure ensemble, sur la culture du feedback, la manière dont le slow recrutement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus encore sur ce que toi, l'entreprise que tu rêves en fait, comment tu rêves Kimpa d'un point de vue humain, d'un point de vue culture. On a bien compris qu'est-ce que vous faites et le comment vous le faites vraiment à l'intérieur. Est-ce que moi je suis curieuse d'en savoir un poil plus. Ouais, merci pour la question. Lucie. Bon, on a en fait il y a 2 ans, Kimpa on était 3 et là aujourd'hui on est 12. Quand on regarde les family office français, sont souvent des structures qui ont entre 1 et 40 personnes pour les plus gros. Et donc on pourrait se dire, en fait, on a quasiment fait un tiers du chemin et on va être parmi voilà. Sauf qu'en fait, chez Kimpa, on est extrêmement ambitieux. C'est-à-dire qu'on se dit que l'impact n'a de sens que lorsqu'il est déployé à grande échelle. Et donc aujourd'hui, on est en France, en Espagne. Demain, on aimerait bien être dans d'autres pays, adresser un pool plus large de clients. On a chez Kimpa toute une série de services qui sont habituellement externalisés par le Family Office. En fait, quand on se prétend Family Office à impact, et l'un des premiers, voire le premier Family Office à impact, c'est parce que au-delà de notre volonté, de nos valeurs, de notre intention, on a également internalisé des savoir-faire, des compétences qu'habituellement on trouve à l'extérieur des Family Office classiques. Ces compétences, c'est la gouvernance familiale. Julien, des cofondateurs, a écrit une thèse à l'INSEAD sur justement comment est-ce que le changement climatique impacte les émotions au sein des familles, et donc est extrêmement bien équipé pour faire parler différentes générations au sein d'une même famille entrepreneuriale, les sujets qui les réunissent, ceux qui au contraire sont source de divergence, pour finalement les faire se retrouver autour d'un projet commun. Donc cette gouvernance, vraiment des gestion des émotions, etc. Le fait de l'avoir en interne, c'est une force incroyable. On se rend compte aussi que pour avoir un impact tangible, il faut le faire via un investissement d'une partie du patrimoine vers des startups ou des scale-up qui ont un impact mesurable par opposition à simplement de l'immobilier ou d'autres classes d'actifs. Et donc ça, c'est une pratique qui s'appelle le private equity, que les family office en général externalisent. Nous, on a 4 personnes chez Kimpa qui font que ça, donc qui font du sourcing d'opportunités d'investissement, de la qualification. Donc c'est une activité quasiment de fonds d'invest qu'on fait en interne. Et puis on a 2 personnes qui font la mesure de l'impact réalisé, donc avec une data scientist et un ingénieur qui permettent de dire à tous nos clients, voilà, tu as mis 200 000 euros sur ce projet-là, voilà l'impact que ça a réalisé 12 ou 18 mois après. Donc on a entre les mains une structure qui déjà réunit énormément de compétences liées à l'impact. On est en train de lancer une activité de banque d'investissement également pour aider des startups ou des scale-up à lever des fonds auprès d'investisseurs conscients et qui souhaitent justement avoir un impact avec leurs investissements. Donc on a vraiment une approche, je dirais, écosystémique de l'investissement impact. Donc aujourd'hui on le fait à 12, demain on pourrait être 50 ou 200.
dans plusieurs pays. Ça, c'est un peu l'entreprise que je rêve. Hein. Je vous avoue, je crois qu'on est assez aligné avec Olivier Julien et le reste de l'équipe sur le fait on est au tout début de l'aventure et on est très ambitieux pour l'impact qu'on souhaite réaliser. Néanmoins, c'est arrivé à gérer cette croissance sans renier nos valeurs, sans renier aussi nos principes de management. Donc, en quelques mots, on se veut depuis le début entreprise libérée. Donc chacun peut bien sûr contribuer en dehors de sa zone d'influence. On a des périodes plusieurs fois dans l'année où on est totalement nomade. Donc la prochaine période démarre dans quelques jours. On a notre data scientist, en fait, elle va travailler pendant quelques semaines au Guatemala. C'est ok. En fait, on est ravi pour elle. Et puis d'autres se déplacent. Et en fait, vu que Kimpa a été lancé, je pense quelques jours avant le premier confinement du Covid. On est Covid native, c'est-à-dire qu'on a eu des collaborateurs qui ont travaillé avec nous sans qu'on les ait jamais rencontrés en vrai. On a mis en place tous les outils de collaboration que beaucoup d'auditeurs connaissent, mais qui permettent de travailler de manière asynchrone et très efficace. Tous nos collaborateurs sont incentivés au résultat, soit avec des dispositifs de BSPCE. On est le premier family office à être société à mission, et ça aussi c'est vachement important pour que finalement en intégrant dans nos statuts le fait que notre mission c'est de déployer le capital vers des projets à fort impact environnemental et social, et en faisant ça contribuer aux objectifs de développement durable. C'est un très bon filtre pour nos collaborateurs de dire est-ce que j'ai envie que la mission de cette entreprise devienne également la mienne. Donc c'est je pense un moyen d'alignement très très fort des forces vives d'une entreprise. Très souvent, je fais une micro-digression, les grandes entreprises payent des consultants très chers pour sortir les valeurs d'entreprise, pour sortir leur raison d'être, leur mission, et à la fin, si vous interrogez les collaborateurs, il n'y en a pas un seul qui est capable de ressortir en détail. Allez interroger de manière à l'aveugle des collaborateurs Kimpa sur nos 3 valeurs, sur notre mission, sur notre raison d'être, sur pourquoi on est là. Normalement, on est à peu près calé parce que c'est vraiment ça qui nous anime. Et puis dernièrement, on regarde avec beaucoup d'attention les critères qui permettent à une entreprise de devenir une B Corp, une Benefit Corporation, où là on vient regarder en détail la façon d'exécuter le quotidien dans l'entreprise. On s'en rapproche très très fort. On a beaucoup parlé là des typologies d'entreprises dans lesquelles tu investis, mais tes clients aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut devenir, enfin qui sont tes clients côté Kimpa? J'imagine que c'est pas n'importe qui, et il faut avoir un certain capital, en plus d'une ouverture et d'un désir d'impact. Comment est-ce qu'on fait pour devenir client Kimpa? Ouais. C'est les questions qui tuent. Alors non, justement, vu qu'on se positionne comme family office, on vient en effet conseiller des gens qui ont un certain patrimoine. Combien très précisément à partir de 5 millions d'euros d'actifs investissables. Pourquoi ce montant-là? Ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le fait que si on souhaite avoir de l'impact, il faut aller vers du private equity sur une partie du portefeuille. En général, cette partie du portefeuille, c'est jamais plus de 10 à 20% du portefeuille. Donc, quand vous avez 5 millions, on va plutôt parler de entre 500 000 et 1 million d'euros. Et si on veut éviter que ce 500 000 ou 1 million d'euros soit totalement à risque, il faut le diversifier dans plein de startups, de scale-up ou de fonds. Beaucoup de ces fonds sont accessibles avec des tickets minimums, donc des montants d'investissement minimum de 100 000 euros, voire parfois 500 000 euros, voire même un peu plus. Et donc, si on prend le chemin à l'envers, si j'ai besoin d'aller sur plusieurs fonds, plusieurs entreprises, avec des tickets de 100 000 euros et plus, et que cette somme ne doit pas dépasser 10% de patrimoine, c'est que j'ai un patrimoine qui est large. Et donc, c'est vraiment ce positionnement qu'on a choisi avec Kimpa, parce qu'aussi, on s'est rendu compte que c'est une population qui aujourd'hui est conseillée par des banquiers privés, conseillée par des gestionnaires de patrimoine, ou pour certains par des multi-family office, mais aucun de ces acteurs a la compétence impact qu'on vient proposer. Donc en fait, on vient s'immiscer dans une niche de marché qu'on a bien identifiée pour ça. Si maintenant tu dis en fait moi j'ai pas 5 millions d'euros à investir, mais j'ai plutôt 500,
Donc on est sur un ordre de grandeur très différent. Là, il y a néanmoins des solutions, notamment qui passent par des plateformes de crowdfunding ou de crowdlending qui sont extrêmement efficaces. On peut penser à Lita, Mimosa, SoWeFound. Il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment plein. Néanmoins, si on se dit que je peux déployer 500 euros sur ces startups et 500 euros représentent l'épargne que je suis prêt à mettre sur ces startups-là, donc c'est beaucoup d'argent pour les personnes qui vont faire ce geste-là. C'est le travail de qualification des entreprises dans lesquelles il ou elle va investir est essentiel. Et donc c'est pas parce que le montant est plus faible ou plus important. En fait, ce montant représente, dans tous les cas de figure, j'ai pris deux extrêmes, une fraction du patrimoine qui est investissable dans les startups à impact. Donc il faut bien faire le travail de qualification. Donc nous, c'est vrai que quand on propose des clients d'investir 500 000 euros dans une startup, on regarde vraiment, vraiment, vraiment en détail les probabilités de succès de cette entreprise. On passe beaucoup de temps avec les fondateurs, on regarde en détail leurs opérations, leurs raisons d'être. On fait ce qu'on appelle une due diligence avant de recommander à notre client d'investir. Oh, super. Vincent, avec une baguette magique, tu fais quoi? Ah, la question qui tue. Ce serait très altruiste de dire ça comme ça. Ce serait avec une baguette magique, je donne à tous les financiers de la Terre 10 heures d'éducation sur ce qu'est la finance à impact. En fait, aujourd'hui, le plus grand mal, moi, qui m'empêche de dormir la nuit, c'est à quel point la finance est pas au niveau. Vient parler de responsable, de durable, vient se réfugier dans des labels, etc. Et en fait, c'est extrêmement préjudiciable à la société en général. Cette espèce de verdissement soudain du monde de la finance, du monde de l'investissement en général. Et donc, si les gens étaient un petit peu curieux de savoir, de connaître l'impact et en fait de connaître par ce biais-là les grands enjeux de développement durable du monde, je pense qu'on s'en porterait beaucoup mieux. De manière peut-être plus facile, s'il y avait une mini baguette magique, j'offrirais à tout le monde la nouvelle BD de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. Je pense que c'est le meilleur cadeau de Noël que vous pouvez offrir à des gens qui vous sont proches. Ils vous expliquent tous les enjeux climatiques. Alors, climat, c'est pas l'intégralité des projets, des sujets d'impact, c'en est un. C'est l'objectif de développement durable numéro 13. Néanmoins, si on adresse celui-là, il y a déjà beaucoup de choses qui en découlent de manière positive. Donc, à défaut de passer 10 heures à écouter des cours d'impact, lisez la BD de Jean-Marc Jancovici, c'est déjà pas mal. Et c'est pas une petite baguette magique qu'il faut, parce que moi j'ai fait au moins 6 ou 7 librairies, j'arrive pas à le trouver en fait. Donc là on m'a promis février sur la librairie qui est juste à côté de chez nous. Ça marche pas pour les cadeaux de Noël. Ouais. Donc ça marchera pas ça pour la Saint-Valentin. Et justement là, quand tu parles de BD, est-ce que tu as des conseils de lecture justement, 2-3 livres ou des choses qui toi t'ont marqué et qui t'ont construit? Ouais, alors peut-être plus récemment et vraiment sur les sujets de développement durable, le bouquin de Bill Gates qui est sorti l'année dernière, en anglais c'était How to Avoid a Climate Disaster, est juste dingue parce que extrêmement didactique, comprend en fait l'enjeu climatique grâce à un bouquin comme ça. On se rend compte que voilà, c'est le sujet, c'est 51 milliards de tonnes d'équivalent carbone qu'on émet chaque année dans l'atmosphère. Ça permet de vraiment comprendre lorsque vous avez ça permet d'aider vraiment à filtrer le greenwashing, quoi. Quand vous voyez des pubs pour dire grâce à ça on a planté un arbre, ou alors on a économisé 300 grammes de CO2 grâce à mon nouvel emballage. Okay, le sujet c'est 51 milliards de tonnes par an. Donc en fait cette lecture là qui peut paraître un peu technique, en fait ne l'est pas. Je trouve qu'elle est extrêmement accessible. On parlait de trail. Les bouquins de Kylian Jornet m'ont beaucoup inspiré. Summit of My Life, on l'avait offert d'ailleurs pour un anniversaire il y a 2 ans. C'est mes chers associés qui m'ont offert ça. Et en fait, derrière ça, on comprend connexion à la nature, on comprend un objectif mais totalement inatteignable. Enfin, c'est vraiment un truc de fou ce que Kylian fait. Donc c'est pour des grandes lectures.
Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai beaucoup enfin, j'ai été profondément touché par, c'est peut-être plus politique, mais je vivais aux États-Unis avec Estelle, on n'est pas d'enfant encore à l'époque, lorsque Barack Obama a été élu président des États-Unis. Et le tome 1, enfin en tout cas le premier volume qui est sorti de son autobiographie, est juste dingue en fait. Moi, m'a beaucoup touché. Enfin, évidemment, en l'ayant vécu très proche, c'est d'autant plus fort. Mais le fait, le drive avec lequel il a réussi à rassembler autour de lui des supports, les éléments clés. Je pense que tu fais une interview avec Barack Obama de quels ont été ses tipping points. Il y en aura quelques-uns, je pense, au fil de son parcours, et que je trouve absolument extraordinaire. Peut-être dernier truc, mais sans en citer une en particulier et sans aller dans les bouquins business classiques, je trouve les autobiographies de gens extraordinaires sont très riches de comprendre finalement à quel stade de leur vie ils ont pris les décisions clés qui les ont amenés à faire ce qu'ils ont fait. L'autobiographie de Richard Branson de Virgin est dingue. Alors c'est pas une autobiographie, mais la biographie de Léonard de Vinci par Walter Isaacson est juste folle aussi. En fait, on comprend que finalement, c'est des gens, pour certains très très jeunes, on sentait qu'il y avait quelque chose d'incroyable chez eux, et pour d'autres, ça se révèle plus tard. Et donc, quelles sont la série d'événements au cours de leur vie qui font qu'ils ont su saisir une opportunité, ils ont su saisir la puissance d'une rencontre qui leur a fait devenir ce qu'ils ont été. Voilà, je trouve ça très, très inspirant. Bon, vraiment super. Est-ce qu'il y a une dernière chose, un dernier mot, quelque chose que tu as envie de partager, de transmettre avant qu'on se quitte? Non, se transmettre beaucoup de gratitude à votre égard, à tous les deux, Romain et Lucie, également à Stéphanie qui m'a dénoncé parce que encore une fois au cours de cet enregistrement, moi j'ai ressenti un petit travail d'introspection de mon côté, mais qui doit être contrebalancé avec une espèce de syndrome de l'imposteur, que d'ailleurs pourrait avoir beaucoup d'entrepreneurs, de dire je monte un truc, du coup aujourd'hui je suis encore une fois interviewé entre guillemets sur un podcast en tant que cofondateur de Kimpa, qui est encore quelque chose de tout nouveau pour moi, donc il y a plein de sujets sur lesquels j'aurais été, je pense, beaucoup plus à l'aise, et donc c'est un mélange de gratitude, d'excitation de pouvoir vivre cette expérience-là, et en même temps d'invitation à progresser, parce que voilà, j'adorerais pouvoir faire passer des messages de manière plus claire, plus précise, avec plus d'exemples concrets, et ça me rappelle à quel point voilà, c'est une montagne qui est à gravir. Et on est encore tout en bas, et le sommet est ensoleillé, donc il faut vite y aller, quoi. En tout cas, merci et bravo pour ce que tu portes, mais ce que vous portez en tant qu'équipe, hein, et également. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal avec la finance parce que la manière dont on me l'a enseigné en école de commerce m'a toujours laissé, ne m'a pas touchée en fait. Donc j'ai toujours l'impression d'un monde assez froid, avec pour moi pas beaucoup de sens. Et là, tu nous réconcilies. En tout cas, moi, tu me réconcilies vraiment avec le fait de s'y intéresser pour faire des choses qui ont plus grandes que nous, en tout cas, et contribuer vraiment là où on a envie de contribuer. Donc, merci pour ces messages que tu portes, pour l'action que tu mènes au quotidien, pour ce que vous entreprenez. Ouais, moi, c'est mon mot. Bravo. Non, merci Lucie pour moi je vois ça comme un encouragement à continuer. C'est tellement une richesse de monter un business dans un secteur duquel on vient pas. Moi j'ai encore un regard extrêmement neuf, et un peu poil à gratter, parfois un peu iconoclaste, donc parfois un peu tache d'huile. En fait, ça tombe un peu à côté, mais bon voilà, c'est ok, on apprend en faisant, et voilà, c'est extrêmement excitant lorsqu'on voit voilà, c'est quasiment partie d'une mission, pour nous dire montrons qu'il existe une alternative à la finance classique, en effet. Ouais. Bon, merci beaucoup Vincent, et longue vie à Kimpa, et on refait un épisode dans quelques temps.
Comme ça, tu nous parleras de l'évolution quand vous aurez, diversifié et que ça aura rayonné comme on a envie que ça rayonne. Ouais, fait des petits. Merci beaucoup, Vincent. Merci Romain, merci Lucie. Longue vie à Tipping Point. C'est gentil, à bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!